Je vais vous présenter dans ce webinaire donc la nouvelle version d'ITIL et nous allons voir ensemble en quoi cette nouvelle version change, évolue par rapport à la version précédente et surtout comment est-ce qu'elle vient s'inscrire par rapport à un certain nombre de référentiels actuels. Donc, je vais faire un rapide rappel sur ITIL, ce que c'est, quelques mots sur son historique et les versions. Et ensuite, je vous présenterai comment cette nouvelle version est structurée. Et on verra comment on peut passer de la version 3 à la version 4, quel impact ça va avoir sur des implémentations existantes. Et pour terminer, je vous présenterai également le nouveau cursus de formation de cette version et quelles sont les passerelles qui vont exister pour les gens qui ont déjà eu des formations ITIL sur la version 3. Donc, ITIL est une approche, un référentiel de bonne pratique orienté service. Le but d'ITIL, c'est de nous permettre, en tant que fournisseur de services, d'apporter de la valeur à nos clients, d'avoir une offre de service alignée sur la stratégie métriée de nos clients. Donc, ITIL a commencé dans les années 90 en Angleterre sous forme de petites checklists bonnes pratiques. Là, on a eu une version 2 en 2004 qui a apporté, qui est arrivée avec une notion de processus. C'est cette version-là qui a marqué vraiment le démarrage ITIL, notamment dans beaucoup de grandes entreprises, bancaires, assurances, industrie. En 2007, on a eu une nouvelle version qui a été appelée version 3, qui a été nommée version 2011 également, suite à une mise à jour du référentiel, qui apportait une version un petit peu plus étendue de la gestion des services, avec notamment un cycle de vie complet, c'est-à-dire que dans cette version, on va avoir des processus pour gérer tout le cycle de vie des services, de la stratégie, c'est-à-dire à partir du moment où on reçoit des offres, des demandes de services, leur conception, leur transition et un certain nombre d'éléments liés à l'exploitation de ces services. Donc, fin 2018, une nouvelle version d'ITIL est née. Avec pas mal de nouveautés, et notamment, on va le voir un petit peu plus loin, un des objectifs de cette version est de s'inscrire dans une approche agile, DevOps, et de permettre aux organisations informatiques de pouvoir utiliser ITIL dans des contextes d'agilité, dans des contextes DevOps, sans remettre en cause les deux aspects. Alors, pourquoi cette nouvelle version d'ITIL ITIL est quand même une version, la version précédente d'ITIL commençait à dater de quelques années et depuis, pas mal de choses ont évolué dans les environnements des organisations informatiques, dans le type de fournisseur de services. Donc, le but de cette nouvelle version est de pouvoir permettre aux entreprises d'accompagner des transformations digitales, d'accompagner des transformations agiles, d'accompagner des évolutions d'architecture, tout en restant structuré grâce à ITIL. Cette nouvelle version va nous permettre d'intégrer dans notre gestion des services des projets agiles, de coupler notre démarche ITIL avec une démarche DevOps et également va permettre d'apporter des guides pour tous les nouveaux types d'architecture, les nouveaux types également d'hébergement de services.
Alors, ITIL a voulu, dans cette version-là, élargir au maximum le contexte d'application et notamment reconnaît que aujourd'hui les modèles de fourniture de services sont de plus en plus complexes. On n'a pas seulement une DSI qui fournit ses services aux autres organisations métiers. On a des problématiques de fourniture, de co-fourniture de services entre plusieurs organisations, entre plusieurs entreprises. Et on a également des problématiques et des contextes plus ou moins compliqués en termes d'hébergement de data center. Est-ce que le data center est chez nous? Est-ce qu'il est dans le cloud? Est-ce qu'il est public, privé, partagé? Donc, le but, c'est que tout le monde puisse trouver dans ITIL le guide qui va bien pour pouvoir supporter son contexte de fourniture des services. Dans cette version, donc ce que je vous disais, c'est qu'ITIL a cherché au maximum à étendre tout son champ d'application et on va parler donc de produits et de services. L'objectif est toujours le même, l'objectif est toujours d'apporter de la valeur à nos clients par l'intermédiaire des services. Qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur à nos clients? Ça veut dire qu'il faut que les services qu'on leur propose répondent à leurs besoins, mais surtout qu'ils puissent les utiliser et que ces services soient alignés avec leur stratégie, ce qu'ils ont envie d'en faire. Donc, on va, dans le contexte que l'on va prendre en compte et dans les aspects que l'on va pouvoir intégrer dans nos pratiques ITIL, on va aussi bien pouvoir interpréter incorporer des choses liées à notre type d'organisation, à la manière dont on fonctionne. Est-ce qu'on a recours à de la sous-traitance? Est-ce qu'on fait du partenariat? Est-ce qu'on achète nos produits? On les fait? On va pouvoir intégrer tous les aspects, alors IT, technique, avec une grande place donnée à l'architecture. Est-ce qu'on va vers des architectures microservices? Est-ce qu'on va vers quel type d'architecture de SI on va mettre en place? Bien évidemment, on va retrouver la notion de processus qui va un petit peu évoluer dans cette version d'ITIL, puisqu'on va plutôt parler de chaîne de valeur et de pratique que de processus. Et ITIL fait également la place pour pouvoir gérer tout ce qui est partenariat, fournisseur, mais aussi tout ce qui va être contexte légal, environnemental, normatif. Alors, cette nouvelle version d'ITIL, à quoi elle ressemble? Donc, pour ceux qui connaissent bien la version 3, elle est structurée sous forme d'un cycle de vie des services avec un certain nombre de processus qui viennent enrichir ce cycle de vie. Mais la version 4, le concept de cycle de vie a été étendu et maintenant, on va plutôt parler de système de valeur, donc qui est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Le but du système de valeur, c'est quoi? C'est de prendre en entrée une opportunité, une demande client et de transformer tout ceci en valeur. Fournir de la valeur, créer de la valeur pour nos clients. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est, pour le dire simplement, on pourrait dire que la valeur des services, c'est ce que nos clients gagnent à l'utiliser. Ils gagnent du temps, ils gagnent le fait que ça supporte leur démarche marketing, ils gagnent le fait de respecter la loi, ils gagnent le fait d'améliorer leur image de marque. Donc, tout ça rentre dans les aspects valeurs. Alors, mettre en place ITIL, maintenant, ça veut dire quoi? Avant, mettre en place ITIL, ça voulait dire mettre en place, structurer un certain nombre de processus. Maintenant, mettre en place ITIL, ça va vouloir dire créer, structurer, outiller une chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, je vais détailler un petit peu plus loin et structurer sous forme d'étapes. Et cette chaîne de valeur va être fournie par des pratiques. Donc, on ne parle plus, dans ITIL version 4, on ne parle plus de processus, on va parler de pratiques qui vont venir alimenter notre chaîne de valeur.
On retrouve également la notion d'amélioration continue qu'on avait dans la version 3 qui existe toujours avec les mêmes idées que la version 3. On retrouve ici également dans ce système de valeurs des notions de principe et de gouvernance. Alors les notions de principe, j'en dirai quelques mots juste après. La notion de gouvernance, c'est la notion de gouvernance de SI, de gouvernance d'organisation informatique, qui va servir à structurer notre chaîne de valeur, parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes orientations, tout le monde n'est pas le même type de fournisseur de services. Donc c'est cette gouvernance qui va venir structurer un petit peu notre chaîne de valeur. Et c'est ce qui va faire que la chaîne de valeur d'une DSI ne sera pas la même chaîne de valeur qu'un autre fournisseur de services, parce que la gouvernance ne sera pas la même, parce que les orientations, les stratégies ne seront pas les mêmes. Alors, ITIL a voulu, dans cette nouvelle version, modifier un petit peu son approche et mettre l'accent sur la démarche à avoir pour structurer, créer notre chaîne de valeur. Notre chaîne de valeur, elle va se baser sur les processus existants. Tous ceux qui ont déjà mis en place ITIL ne vont pas jeter tout ce qu'ils ont fait, repartir d'une feuille blanche. On va voir qu'on retrouve dans cette chaîne de valeur un certain nombre de choses. Et on retrouve dans ces principes des choses qui se rapprochent de la culture agile, de la culture DevOps, notamment cette idée de on va commencer par ce qu'on a, et puis petit à petit on va le faire évoluer, on va l'améliorer en avançant par itération, en prenant en compte des feedbacks, c'est-à-dire en s'assurant que la chaîne de valeur que l'on met en place, elle correspond bien à ce qu'on veut faire avec. On retrouve des choses, on retrouve l'importance de la valeur. Notre chaîne de production de valeur, on ne cherche pas quelque chose d'idéal, de parfait, on cherche quelque chose qui va produire de la valeur, donc qui sera dimensionné au niveau qui va bien par rapport à la valeur que l'on veut produire. On retrouve la notion d'approche globale et quelque chose qui peut être un petit peu nouveau dans ITIL, opter pour la simplicité, l'aspect pratique. On va chercher, dans cette version 4, on retrouve l'inspiration notamment du Lean et de DevOps, peut-être à simplifier certains de nos processus qui étaient certes très complets et très exhaustifs, mais du coup un petit peu lourd à utiliser et qui pénalisaient notamment le temps pour produire de la valeur. Et dans la valeur, le temps est également quelque chose d'important. Donc le cœur, dit-il, et ce qu'on va chercher à mettre en place et à créer maintenant, c'est une chaîne de valeur. Alors on va voir qu'on retrouve un petit peu l'idée du cycle de vie, mais de manière un petit peu plus transverse. C'est-à-dire qu'avant, ITIL avait classé les processus dans une étape du cycle de vie. Maintenant, on a une chaîne de valeur. On va avoir un certain nombre de pratiques dans lesquelles on va retrouver pas mal des processus existants. Mais c'est deux dimensions différentes maintenant, ce qui montre bien qu'un certain nombre de pratiques vont intervenir à différentes étapes. Si on prend l'exemple assez connu de la gestion des niveaux de service, la gestion des niveaux de service, en fait, elle intervient pendant toute la durée de vie du service. Au début, on va chercher à s'engager. Après, on va chercher à trouver des solutions pour respecter nos engagements. Et une fois en exploitation, on va s'assurer, mesurer qu'on respecte bien nos engagements. Donc ça, c'est quelque chose qui, cette fois, apparaît très clairement avec cette notion d'un côté de chaîne de valeur et d'un autre côté de pratiques qui viennent alimenter les différentes étapes de la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, c'est ce que vous allez devoir construire. Donc une chaîne de valeur, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes nécessaires pour produire de la valeur. Comment est-ce que vous faites à partir du moment où votre client vous fait une demande de service ou votre client vous fait une demande d'évolution, une nouvelle opportunité? Quelles sont toutes les étapes par lesquelles ça va passer jusqu'à ce qu'il puisse effectivement avoir la valeur de ce service? Donc, dans notre chaîne de valeur, on va trouver une étape planification
qui, si on veut faire une analogie avec l'existant, est assez proche de la partie stratégie, puisque le but ici, ben, c'est de dire dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que fournisseur de services, donc en prenant en compte notre contexte actuel, notre vision, la gouvernance, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. Ensuite, on aura une étape, alors ensuite, un petit peu en parallèle, puisqu'on voit que le plan, la partie planification est un petit peu chapeau à tout ça, c'est-à-dire que ça va diriger un petit peu tout le reste. La partie engagement, l'engagement, c'est comprendre les besoins de nos clients, les besoins d'évolution, les besoins de service, et comprendre les besoins également en termes SLA, c'est-à-dire engagement de performance, de disponibilité. Donc, ça va être une étape assez orientée client, partie prenante, relationnelle, définition des besoins. Ensuite, on aura une étape conception, transition, qu'on peut rapprocher des activités projets. Le but, là, ça va être de trouver les bonnes solutions. On fait évoluer quelque chose, on achète quelque chose, on construit quelque chose à partir de composants que l'on a. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on va trouver ici. Pour simplifier, on peut dire que ça correspond aux activités des projets de build, qui va être de faire en sorte de faire le bon produit avec le bon niveau de qualité et surtout avec le bon timing. Une étape, obtenir, assembler, cette partie-là, elle est faite pour mettre en avant toute la partie composants, c'est-à-dire à partir de quoi est-ce qu'on va créer nos produits, nos services. Les composants sont des éléments importants, d'autant plus cette étape-là va prendre de l'importance si vous êtes en parallèle dans une démarche de réflexion, de travail sur votre architecture pour aller vers des architectures microservices. C'est à cette étape-là qu'on va trouver pas mal de choses. Le but ici, c'est de travailler sur nos composants, s'assurer que nos composants sont disponibles, qu'ils sont gérés correctement, qu'ils répondent bien aux besoins, qu'ils ont bien les niveaux de performance attendus. Et on va trouver ici aussi, dans la partie build, assemblage, des notions d'intégration, de construction de solutions, soit de solutions génériques, grand public, soit de solutions spécifiques pour un client particulier, pour répondre à un besoin, à une offre qu'on a identifiée. Fournir, supporter. Là, on va retrouver la partie qu'on connaît le mieux, dit-il, qui est la partie orientée exploitation, centre de service, faire en sorte que nos produits et nos services fonctionnent comme ils sont censés fonctionner. Et dans le cas où les engagements ne sont pas respectés, le service est défaillant, on va retrouver ici toutes les activités de support, de gestion des incidents, de surveillance, de maintenance que l'on peut avoir. Et dernière étape, alors pareil, qui est plutôt une étape comme la première, une étape globale, qui est l'importance de l'amélioration continue. Et si vous regardez sur le schéma, en bas, il y a une boucle de feedback avec plein de petites flèches. Le but, c'est d'essayer de travailler avec une optique agile sous forme d'itération. Et du coup, cette étape d'amélioration va nous aider à mettre en place des boucles de feedback, à comprendre ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, ce qui apporte de la valeur, ce qui finalement n'en apporte peut-être pas autant que prévu. Et ça va nous aider à améliorer toutes les autres étapes de la chaîne de valeur. Dans cette amélioration, il y a toujours, comme il y avait dans la version précédente, dit-il, deux orientations. On va chercher à améliorer les produits que l'on fait,
dans une optique valeur, il faut qu'ils apportent de la valeur. Et on va chercher aussi à améliorer notre manière de fonctionner. Donc, toute notre chaîne de valeur qu'on est en train de construire, ben, elle est elle aussi sujette à de l'amélioration. Donc, passer de la version 3 à la version 4, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va le voir dans les pratiques. La plupart des processus utiles qu'on avait dans la version 3 vont se retrouver dans la version 4 avec, quand vous regarderez dans le détail des processus, des petites modifications, des ajustements, des choses des guides supplémentaires qui vont être ajoutés par rapport à un certain nombre de technologies modernes, de manières de fonctionner. Mais cette version 4, elle est toujours orientée service, orientée valeur, mais avec quelque chose une étape supplémentaire qui a été introduite, c'est-à-dire qu'à partir de nos ressources, les ressources, c'est ce qu'on a à notre disposition, nos composants, les différentes personnes que l'on a dans notre orientation informatique, dans notre organisation, on va créer des produits. Donc, il y a cette notion de produit qui n'existait pas vraiment dans la version 3, dit-il. Maintenant, on différencie bien les produits et les services. Les produits, ce sont des applications, des systèmes informatiques, des solutions techniques. Et ces produits, ils sont composés ils ont trois axes d'approche. Donc, ils sont composés de biens, d'assets, de serveurs, de machines virtuelles, de licences d'outils. Ils sont composés d'une possibilité d'accéder aux ressources. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour y accéder? Des accès classiques, des accès en mode cloud. Et dans l'offre de services liés à ces produits, on va retrouver aussi une série d'actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos produits? Qu'est-ce qu'on peut demander sur ces produits? Donc, c'est quelque chose de supplémentaire par rapport aux fonctionnalités, parce que le produit, bien évidemment, aura un certain nombre de fonctionnalités, mais en plus, dans l'offre de service que va nous faire notre fournisseur de services, il y aura un certain nombre d'actions possibles. C'est des choses, pareil, qui existaient déjà dans la version 3, mais qui étaient encapsulées dans le SLA. Donc, à partir de notre produit, ce dont il est constitué, la manière qu'on va avoir d'y accéder et ce qu'on va pouvoir faire avec, on va créer une offre de service qui permettra de supporter la relation de service que l'on va avoir avec nos clients. Et l'idée, c'est de transformer un petit peu un mode client-fournisseur très strict. Le client demande ce qu'il veut, on signe un contrat et on lui fait ce qu'il veut, en quelque chose de plus basé sur de la relation, sur de la collaboration. Donc, dans la version 4, dit-il, on parle plus de processus, on parle de pratique. Et il y a 3 grandes catégories de pratiques. On va retrouver, en cherchant bien, vous allez retrouver une place pour tous vos processus utiles. Mais il y a des choses supplémentaires qui ont été ajoutées. Il y a certains processus qui ont été regroupés. Donc, la première catégorie, c'est ce qu'on va appeler les pratiques générales. Donc, il va falloir que vous définissiez un certain nombre de choses par rapport à la manière que vous allez avoir de fonctionner pour gérer votre stratégie. Donc, ça, on l'avait déjà dans la version 3, mais aussi comment est-ce que vous allez gérer vos projets? C'est des projets classiques, c'est des projets agiles. Comment est-ce que vous allez gérer les risques? Comment est-ce que vous allez gérer vos collaborateurs, les personnes qui permettent la fourniture des services? Comment est-ce qu'on va gérer la relation avec nos fournisseurs? Quel type d'amélioration continue on va mettre en place? Et on aura aussi dans ces pratiques générales des choses liées à l'architecture et à la sécurité. Donc, qui montrent bien l'importance que ces deux sujets prennent aujourd'hui dans les problématiques des DSI et des fournisseurs de services, puisque ça devient du coup une pratique dans ITIL et derrière lesquelles vous allez pouvoir référencer des approches que vous avez l'habitude d'utiliser et diverses référentiels liés à ces sujets. Des pratiques
lié à la gestion des services. Bon, c'est là où on va retrouver beaucoup de choses que vous connaissez déjà, puisqu'on va retrouver dans ces pratiques-là la plupart des processus utiles de conception, transition, exploitation, comment gérer notre offre de service, comment gérer le support, les incidents, les changements. Le centre de service, qui était une fonction, devient une pratique avec une description précise de comment est-ce qu'il va fonctionner. Et pour terminer, c'est pas les pratiques de gestion des services, mais ce sont les pratiques de gestion des développements et des releases, puisque le but là, c'est de mettre l'accent sur le déploiement en production, sécuriser toute cette partie-là. Comment est-ce qu'on va essayer de fluidifier? Et c'est dans cette rubrique-là que l'on va trouver notamment une proximité et une interface très forte avec DevOps, puisque c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir l'intégrer. Donc, ITIL veut apporter une approche globale pour répondre aux besoins de nos clients et permet de pouvoir venir greffer dans cette chaîne de valeur, de pouvoir venir s'appuyer sur d'autres référentiels existants. ITIL n'a pas inventé un référentiel d'architecture, typiquement, ou un référentiel de sécurité, mais a juste mis une place dans une boîte en disant, ben là, il faut que vous disiez dans la pratique architecture, quelle est votre philosophie par rapport à l'architecture, comment est-ce que vous allez gérer ça. Pareil pour la gestion de projet, on peut faire de l'ITIL avec une gestion classique de projet, on peut faire de l'ITIL avec des projets gérés en mode agile. Ce qui va être important, c'est que vous définissiez correctement votre pratique de gestion de projet et que vous définissiez les interfaces avec cette pratique de gestion de projet, votre chaîne de valeur et les autres pratiques, notamment comme la pratique de gestion des changements, pour que tout ceci soit correctement aligné. Donc voilà un aperçu rapide de cette nouvelle version et de comment elle est structurée. Maintenant, je vais vous dire quelques mots par rapport aux formations et comment est-ce qu'on peut aller plus loin et découvrir plus en détail cette nouvelle version d'ITIL. Donc, juste pour rappel, vous avez ici le cursus de formation de la version 3 d'ITIL avec un niveau fondation, un niveau intermédiaire qui contenait un certain nombre de cours avancés dédiés sur des sujets spécifiques. Une fois que vous aviez assez de points dans ce niveau intermédiaire, vous pouviez avoir une certification ITIL expert et le niveau le plus haut était une certification ITIL master, donc qui s'adressait aux experts ITIL qui étaient en mesure de présenter un dossier et de montrer de l'expertise dans le domaine. Au niveau de la version 4, ils ont un petit peu changé le modèle. Alors, on a toujours un cours ITIL Fondation qui sera la base de tout le cursus de formation, qui est un prérequis pour tous les autres modules. Et on aura deux cursus de formation qu'on peut dire intermédiaire. Un cursus technique qui est ITIL Managing Professional, donc il sera composé de 4 cours, et un cursus stratégique leader qui, lui, du coup, s'adresse plus soit aux personnes qui vont travailler sur une stratégie d'offre de service, soit aux personnes qui vont plus travailler sur la mise en place de démarches, l'accompagnement au changement, puisque c'est ça qu'on va trouver dans le cours, dans ce cursus-là. Une fois que donc le premier cursus permet d'avoir une certification ITIL Managing Professional, le deuxième cursus permettra d'avoir une certification ITIL Strategic Leader, et les personnes qui auront obtenu ces deux certifications-là pourront se présenter à la certification ITIL Master, qui sera toujours la même idée, présentation sur un dossier, sur une expertise.
Le cours utile fondation, donc, à l'heure actuelle, est le seul cours qui existe, qui est disponible sur la version 4. Et fin mai, début juin, les examens et donc rapidement derrière, les cours et supports de cours seront disponibles en français. Le cours utile fondation est maintenant un cours de 2 jours. Il a été un petit peu raccourci. En termes de passerelles qui vont être mises en place, donc il y aura une première passerelle au niveau fondation qui s'adressera aux personnes qui ont déjà la certification utile V3 fondation. Et donc, ce sera une passerelle sur une journée qui permettra de faire le lien entre les deux versions. Et pour les personnes qui sont en version 3 aller plus loin et qui ont obtenu alors soit le niveau utile, qui ont obtenu le niveau utile expert, il existera, elle n'est pas encore disponible, je pense qu'elle sera disponible fin d'année, une passerelle Managing Professional qui permettra, donc avec un cours de 2 ou 3 jours, pour les gens qui ont la certification utile expert, de pouvoir avoir la certification utile Managing Professional. Par contre, si on veut aller jusqu'à ITIL Master et éventuellement récupérer une certification ITIL Master que vous pouviez avoir, il faudra en plus suivre le cours ITIL Leader Digital IT et Stratégie, donc celui qui est tout à droite, qui permettra d'avoir la certification stratégique Leader et de pouvoir à nouveau se présenter à la certification Master. Donc, voilà ce qui va exister en termes de passerelle. Du coup, les cours ITIL V3 continuent à exister, vont probablement continuer à exister encore toute cette année et ont un intérêt pour les personnes qui ont déjà un certain nombre de points dans ces niveaux intermédiaires, puisque pour pouvoir accéder à la passerelle Managing Professional Transition, il faudra soit avoir la certification ITIL Expert, soit avoir 17 points dans les modules intermédiaires de la V3. Donc, si vous êtes assez proche de ces 17 points, ça peut valoir le coup de continuer à faire un cours ITIL V3 pour pouvoir accéder à cette passerelle. Il n'y aura pas d'autres passerelles entre les deux versions. Et pour terminer, donc, je vous informe qu'il existe donc le cours ITIL V4 Fondation a commencé avec un certain nombre de dates au calendrier. Le 1er en avril, le cours sera donné en français, mais par contre l'examen sera en anglais, puisque l'examen en français ne sera pas encore disponible. Celui de fin mai, s'ils respectent leur annonce, il serait juste disponible. Au mois de juin, il sera disponible en français. Voilà, donc j'ai terminé pour ma présentation. Donc maintenant, je serai ravie de répondre à vos questions. Alors, la passerelle Fondation est-elle disponible lorsqu'on a obtenu la version V3 en 2010? Oui, puisque c'est à partir de la version V3. Dans les prérequis, c'était marqué une version avoir obtenu la certification dans les moins de 2 ans. C'est pas un prérequis strict. Par contre, il faut que vous ayez utilisé ITIL. Parce que si vous ne l'avez pas pratiqué depuis, ça va être compliqué de faire la passerelle sur une journée et de pouvoir avoir la certification. Alors, cela se rapproche de plus en plus de COBIT, les deux accents sur la valeur. Alors, oui, ça se rapproche de COBIT, ça se rapproche de DevOps aussi. Tous ces référentiels sont effectivement orientés valeur. Alors, je ne connais pas forcément très bien COBIT dans les détails, mais la bonne place pour venir y greffer l'utilisation que l'on a de COBIT, c'est notamment sur la partie planification et sur la partie gouvernance. Mais oui, ITIL se veut permettre de pouvoir intégrer tous ces référentiels. Et ce qu'on voit effectivement dans les nouvelles versions de pas mal de référentiels, c'est que tous ont la même ligne directrice qui est cette notion de valeur. Est-ce qu'il y a un lien avec les méthodologies type CMMI ou PRINCE?
Ben là encore, c'est pareil. Alors, à un autre niveau, cette fois, c'est plus sur la partie projet-réalisation. En fait, ITIL n'impose rien en termes de gestion de projet et référence un certain nombre effectivement, d'approches. Donc, dans la partie design et transition, je vous ai dit, c'est la partie qui est la plus proche de la méthodologie projet. Et c'est là où, si vous gérez vos projets avec Prince 2, ben, vous allez orienter vos pratiques par rapport aux pratiques Prince 2. Pareil, si vous avez déjà un certain nombre de processus CMMI, ben vous allez pouvoir réutiliser et intégrer ce que vous avez fait. ITIL est complètement compatible avec, vous pouvez lui donner l'orientation que vous voulez dans la définition en fait, c'est dans la définition des pratiques où vous n'allez pas partir d'une feuille blanche, mais vous allez pouvoir reprendre ce que vous avez en termes de gestion de projet, en termes de méthode de développement, en termes d'approche de gouvernance ou d'approche d'architecture, de sécurité. Les nouvelles formations intermédiaires seront-elles en français? A priori, oui, mais comme d'habitude, pas tout de suite. Donc, là, à l'heure actuelle, les nouvelles formations intermédiaires n'existent pas encore. Elles sont prévues pour deuxième partie de l'année. Donc, elles seront disponibles au moins en partie en septembre. Par contre, en anglais dans un premier temps et traduite par la suite, mais le français n'est pas leur première priorité dans les traductions. Donc, de toute façon, je pense pas avant 2020. J'ai pas vu de date pour le moment. Alors, avez-vous une date d'échéance de fin de formation pour les modules ITIL V3? Alors non. De toute façon, ils seront disponibles toute cette année, c'est sûr. Après, j'ai pas vu encore de date d'annonce de fin. En général, quand il y a un changement de version, il y a au moins 1 an et demi, voire 2 ans où les cours sont disponibles en parallèle, notamment tant qu'ils n'ont pas fait les traductions. Parce que donc cette année, c'est sûr. L'année prochaine, j'ai pas de garantie, mais je serais surprise qu'ils ne soient pas disponibles encore toute l'année prochaine. Et effectivement, il faut 17 points pour pouvoir accéder à la passerelle. Sinon, il faut suivre les 4 modules intermédiaires pour pouvoir avoir la certification. Savez-vous si des Français participent à la traduction francophone? Je pense que oui, mais je sais pas qui par contre. Et j'espère que les traductions seront de meilleure qualité que ce qu'il y avait pu avoir, notamment au début de la V3, mais ça a changé par rapport au début de la V3. Maintenant, c'est Axelos, et donc ils accordent plus d'importance, ils mettent plus de temps pour proposer les traductions, mais les traductions sont de meilleure qualité. Certains processus V3 ont-ils été supprimés? Alors, supprimés, non. Par contre, alors je ne me souviens plus dans le détail, mais il y en a quelques-uns qui ont été regroupés. Notamment des processus qui étaient coordination de la conception, planification de la transition. Ceux-là ont été regroupés dans les pratiques générales de gestion de projet. Il me semble que, mais je ne suis pas sûre, c'est pareil au niveau de la partie centre de service, vu que le centre de service est devenu une pratique, il me semble qu'il a englobé le processus de gestion des requêtes, mais aucun concept problématique n'a été supprimé. Ce qui change, c'est peut-être l'endroit où ça apparaît. Un nouveau référentiel a fait son apparition, VeriSM, concurrent ou complémentaire, dit-il. Je serais plutôt tentée de dire concurrent, effectivement, puisqu'on est sur le même type d'approche. On retrouve pareil la notion de valeur. Donc c'est quelque chose, effectivement, je pense pas qu'on puisse faire du VeriSM et de l'ITIL. Il va falloir choisir l'un ou l'autre.
Alors, il n'y a que 15 pratiques dans le ITIL Fondation sur les 34. Oui, le cours Fondation, effectivement, ne présente pas toutes les pratiques. Et dans le cours Fondation, on va passer pas mal de temps à expliquer l'approche, le système de valeurs, la chaîne de valeurs et 15 pratiques sont détaillées, les autres sont seulement nommées. Donc, ça permet de savoir qu'elles existent, mais en termes de contenu, il n'y a rien dans le cours Fondation. Pour avoir le détail sur les pratiques, il faudra suivre un des cours de Managing Professional qui, lui, va détailler les pratiques. Bon, mais je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Juste une dernière petite question. Niveau outils, non dans un premier temps, puisque c'est plus sur l'organisation et sur l'approche que les choses changent. Je vous remercie et je serai ravie de vous donner plus d'informations dans des formations utiles. Merci. Au revoir.